Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre, votre émission sur le numérique et l'innovation. On a régulièrement un grand rendez-vous autour de l'économie du mobile, c'est avec Jérôme Bouteiller qui est avec moi en plateau désormais. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Jérôme Bouteiller, rédacteur en chef d'écranmobile.fr. Donc dans ce rendez-vous mobile business, aujourd'hui on va parler de milliards. Déjà je précise qu'exceptionnellement vous allez être seul pour ce grand rendez-vous. Petit coucou à Data.ai dont on parle beaucoup puisque c'est ex-App Annie qui fournit énormément de données sur ce monde du mobile, donc que vous citez régulièrement. On devait les avoir en plateau aujourd'hui et puis faux bon. Enfin, ça ne va pas nous empêcher quand même d'aller décrypter ce qui se passe dans ce monde du mobile côté business. On parle de milliards, même de centaines de milliards de dollars générés par l'app économie. Là, on est en pleine croissance, forte croissance. Elle se poursuit, Jérôme ? Alors, effectivement, ça fait déjà 15 ans qu'on a une app économie, depuis la création en 2008 des App Store d'Apple et Google. Et cette économie des applications connaît toujours une croissance insolente grâce à l'usage massif des smartphones. Alors, dans son nouveau rapport, vous les citiez, Data.ai, un rapport qui s'appelle State of Mobile 2023, les consommateurs passent désormais plus de 5 heures par jour en moyenne sur cet écran. C'est une hausse de 3% par rapport à l'année dernière. Le nombre d'heures passées a culminé à 4100 milliards, soit une croissance de 9% par rapport à 2021. En France, où nous utilisons encore massivement les ordinateurs, le temps sur mobile quotidien oscille entre 2h30 selon Médiamétrie et 3h30 selon Data.ai, mais dans les deux cas, c'est en forte croissance. Et selon vous, ce temps d'écran sur smartphone, il peut encore augmenter ? Alors ça, c'est une question effectivement assez complexe et je crois qu'il faut distinguer un peu les situations selon les pays. Si on prend des pays dits émergents comme l'Indonésie, le temps d'écran moyen est au-delà des 5 heures, 5h30 je crois dans le rapport. Et on pourrait peut-être encore légèrement progresser et atteindre les 6 heures par jour. Mais 6 heures, c'est énorme, c'est un quart des 24 heures d'une journée. Et je pense qu'on va mécaniquement atteindre un plafond dans ce type de pays. En France, il faut voir sur quel temps ça prend. Est-ce que ça prend sur le temps de sommeil ? Sur le sommeil, sans doute. Mais on va sans doute atteindre une asymptote, un plafond. En France, le temps mobile, lui, par contre, il dispose encore d'un assez fort potentiel de croissance, notamment parce que le smartphone peut encore remplacer d'autres écrans, comme l'ordinateur ou le téléviseur. L'ARCEP a publié il y a quelques jours un rapport qui explique que les Français passent en moyenne 32 heures sur tous les écrans digitaux par semaine. Ça ferait une moyenne quotidienne entre 4 et 5 heures. Donc, on voit qu'il y a encore un léger potentiel de croissance en France. Et puis, il y a enfin des pays comme la Chine, où le temps d'écran sur mobile est d'ailleurs à peu près comparable à la France, mais où le gouvernement a décidé de mener une politique pour limiter l'addiction des jeunes aux écrans digitaux, et donc ils ont voté des mesures assez coercitives pour limiter. Par exemple, les consommations de jeux vidéo, c'est 3 heures par semaine maximum pour les mineurs, et donc peut-être que dans ces pays-là, la croissance va ralentir, voire décliner dans les prochaines années. Et faire baisser la moyenne mondiale. Et faire baisser la moyenne. Alors, dans quelle mesure tout ce temps passé sur les écrans mobiles profite aux applications ? Alors, un point important qui est souvent méconnu par les internautes de la première heure. Moi, par exemple, je passe encore beaucoup de temps sur les outils de recherche, sur les navigateurs web. Et sur mobile, 90% du temps est consacré aux applications et à peine 10% au World Wide Web. Donc, c'est vraiment des nouveaux usages. Et dans cet univers des applications, le nombre de téléchargements est en très forte croissance. Data.ai estime le marché à 151 milliards de téléchargements pour l'année 2022, en croissance annuelle de plus de 9% par rapport aux 140 milliards de téléchargements de 2021. Et selon cet indicateur en volume, c'est le Play Store de Google qui domine avec 117 milliards de téléchargements, une croissance de 2%, loin devant l'App Store qui n'a affiché que 34 milliards de téléchargements avec une croissance très modeste de 1% cette année. Donc ça, c'est la croissance en volume. En revanche, du côté de la valeur, on est plutôt face à une baisse et c'est une première, non ? Alors, selon le rapport Data.ai, les dépenses sur les App Store d'Apple et Google, elles ont atteint 129 milliards de dollars, ce qui serait donc une très légère hausse de 2%. Dans le détail, l'App Store d'Apple continue de dominer le marché avec 83 milliards de dollars de revenus, 65% de part de marché et 46 milliards pour le Play Store de Google qui revendique pour sa part 35% de part de marché. C'est un peu inversé en valeur par rapport au volume. Mais si on inclut l'ensemble des App Store, y compris les App Store alternatifs qu'on peut voir en Chine ou aux États-Unis, Amazon par exemple a son propre App Store, le total du marché serait cette fois-ci de 167 milliards de dollars et là, effectivement, il y aurait une légère baisse de 2%, ce qui serait, à ma connaissance, une première après 15 ans de croissance continue de l'app économie. Et alors, cette légère baisse de valeur, elle vient d'où ? Elle provient d'où ?
Alors, elle vient très probablement de l'univers du gaming. Vous le savez, le gaming, c'est traditionnellement les 2/3 de l'app économie en valeur. Et le mobile représente d'ailleurs aujourd'hui plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur du jeu vidéo. Et en 2022, les dépenses consacrées aux applications de jeux vidéo, elles ont diminué de plus de 5% par rapport à l'année précédente. C'est donc 110 milliards de dollars de dépensés. Et ça s'explique sans doute par les restrictions qui commencent à apparaître sur le marché chinois. Et puis aussi après des très fortes années de croissance au moment du Covid. Cette baisse en valeur est toutefois à pondérer parce que les volumes, eux, sont toujours en hausse. On parle de 90 milliards de téléchargements. Donc et là, c'est on une hausse. on joue toujours beaucoup. On joue toujours beaucoup. Et c'est une hausse de 8% annuelle. Ok, alors cette app économie, elle ne repose pas que sur le téléchargement et le paiement d'applications. Il y a aussi la partie revenus publicitaires. Ah, effectivement, et depuis toujours, les éditeurs, ils ont le choix. Ils peuvent choisir entre la monétisation par un paiement à l'acte ou un abonnement, ou effectivement recourir à la publicité. Et c'est un modèle publicitaire qui représente aujourd'hui les 2/3 de l'app économie. Data.ai l'estime à 362 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est donc 2 fois plus que les dépenses in-app. Et ça serait en hausse de l'ordre de 14% d'une année sur l'autre. C'est un chiffre absolument colossal. Et si on le met en perspective avec l'ensemble du marché publicitaire, c'est à peu près la moitié d'un marché évalué à 740 milliards de dollars par l'agence de communication Dentsu. Donc la moitié des dépenses publicitaires mondiales sur mobile. Alors, il y a un phénomène aussi, c'est le mobile qui devient la télé, en quelque sorte, des milléniums. Ça, c'est un nouveau développement de business. Alors, effectivement, les mobinautes, ils plébiscitent aujourd'hui de plus en plus des applications vidéo, et c'est rendu possible par des réseaux comme la 4G ou la 5G. Alors, on pense évidemment à YouTube, Facebook, Snap, Instagram, Netflix, mais la star incontestable en ce moment, c'est le petit dernier, c'est TikTok, qui est clairement le modèle à suivre. Ces dernières années, l'application TikTok a été téléchargée 3,5 milliards de fois. C'est 2 fois plus que YouTube et elle a généré 3 milliards de dollars de dépenses consommateurs, soit presque autant que Tinder, qui reste la référence en matière de revenus. C'est un formidable succès pour ByteDance, son éditeur, c'est un formidable modèle à suivre pour les éditeurs chinois et tous les grands groupes américains lui courent derrière aujourd'hui. On peut citer par exemple le lancement des YouTube Shorts ou des Instagram Reels qui sont clairement inspirés de TikTok. Bon, il y a aussi le président américain qui court derrière TikTok, là, en ce moment même, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois. Donc, selon vous, parce que là, on ne parle plus de petites applications, on est vraiment dans des super apps, des plateformes mobiles. Selon vous, c'est la tendance vraiment qui va s'installer ? Oui, on pourrait presque dire super app first. Alors, on a beaucoup employé des expressions comme mobile first. C'était l'idée que le mobile dépassait l'ordinateur. On parle aussi parfois d'app first, pour rappeler que le temps dans les apps est largement supérieur au temps sur le web. Et effectivement, on rentre dans cette ère un peu des super apps, qu'elles soient américaines ou chinoises. Selon Data.ai, on a désormais 224 applications dans le monde qui génèrent chaque année plus de 100 millions de dollars. Et il y en aurait même une dizaine qui auraient franchi le cap du milliard de dollars de revenus. Pour la plupart, donc effectivement américaines ou chinoises. Il y a quelques succès en Europe. On peut citer les Suédois de Spotify, les Russes de Telegram, mais bon, les Européens sont encore relativement rares. Mais en tout cas, l'app économie, c'est clairement le futur de notre économie. Si on cumule les revenus in-app de 167 milliards de dollars avec les revenus publicitaires de 362 milliards, on dépasse largement le seuil des 500 milliards de dollars. Et pour ma part, j'anticipe le fait que cette économie pourra encore doubler dans les prochaines années. Impressionnant. Alors, on va enchaîner avec d'autres news du monde mobile. On sort des milliards et on sort même de la 2G et de la 3G, précisément avec SFR qui prépare là l'extinction de ses premiers réseaux mobiles. Et oui, on peut effectivement dire qu'une page se tourne dans la téléphonie mobile, puisque c'était en 1987 que s'est créée la SFR, comme on disait à l'époque, la Société française du radiotéléphone, et qui a lancé au début des années 90 son réseau cellulaire GSM, qu'on a appelé effectivement la 2G, la deuxième génération, qui était en fait la première génération numérique. Et SFR a annoncé qu'ils allaient fermer ce réseau 2G en 2026. Alors, l'année dernière, son concurrent, Orange, a fait une annonce similaire. Ils ont annoncé pour leur part l'extinction de leur réseau 2G en 2025. Ils l'avaient lancé, je crois, sous la marque Itineris, au début des années 90. Ouais. Et les deux partenaires, d'ailleurs, prévoient également les deux
opérateurs prévoient également d'éteindre la 3G à l'horizon 2028. Ça laisse un peu de temps quand même pour passer à la 4G, 5G pour tout le monde, a priori. Oui, très peu de temps, 4-5 ans. Vous trouvez que c'est très peu ? Oui, bon, c'est le temps qu'il faut en tout cas, mais il y a encore beaucoup de gens, notamment à la campagne, qui ont du Edge, par exemple. C'est en fait un réseau 2G, le Edge, le petit E qu'on peut voir sur son téléphone mobile. Et par contre, on n'a pas de chiffres pour Bouygues Telecom. Eux, leur réseau, je crois, a été ouvert en 1996, mais il est probable qu'ils suivent Orange et SFR dans cette voie. Les principaux opérateurs préfèrent aujourd'hui se concentrer sur la 4G, qui est la technologie majoritaire, et surtout la 5G, qui monte en puissance. Déjà 6 millions d'abonnés à la 5G, et une projection qui serait que la 5G capterait la moitié du trafic data à l'horizon 2026. Alors, on enchaîne avec une autre actu, c'est le marché des smartphones, justement, qui affiche une baisse. Là, ce côté matériel. Oui, effectivement, c'est les ventes de smartphones, les ventes annuelles. L'Institut Canalys estime que le marché poursuit sa contraction. On serait sur un volume de 1,2 milliard d'unités sur l'année 2022, une baisse de l'ordre de 11%. On aurait même connu une chute de 17% au quatrième trimestre 2022. C'est la pire performance trimestrielle depuis 10 ans, affirme Canalys, qui explique que les marchés occidentaux sont saturés et que l'Asie peine à prendre le relais. Alors, sur ce marché en berne, au quatrième trimestre, Apple a été le premier vendeur, merci l'iPhone 14, ils ont 25% de part de marché, ce qui les a placés sur ce trimestre uniquement devant Samsung, qui a 20% de part de marché, suivi par Xiaomi, 11%, Oppo, 10% et Vivo, 8%. Pour qu'on se rende compte, le marché des smartphones, il avait atteint les 1,5 milliard d'unités en 2016, je crois. C'était 5 fois les volumes de l'ordinateur. Et aujourd'hui, les analystes parient sur une certaine stabilité de ce marché. Par contre, c'est les wearables, les objets connectés qui devraient croître, les oreillettes connectées, les montres connectées et peut-être les lunettes connectées. Oui, alors justement, parce qu'on a une rumeur là qui enfle du côté d'Apple, on nous dit qu'à Cupertino, on serait prêt à sortir un casque de réalité mixte. Alors effectivement, les rumeurs se multiplient. On sait que Meta, Microsoft, Google, Snapchat ont essuyé les plâtres ces dernières années avec différents modèles, soit de casques de réalité virtuelle, soit de lunettes de réalité assistée ou augmentée. Et tout le marché, effectivement, attend un moment un peu à la iPhone avec un produit Apple qui effectivement entraînerait le décollage de ce segment. Et selon un journal qui s'appelle The Information, un tel produit devrait effectivement voir le jour en 2023. L'article a fourni donc cette année. Donc cette année, dans quelques mois, avec des spécifications techniques qui permettraient donc à la fois de la réalité virtuelle, comme le MetaQuest Pro par exemple de Meta, mais également de la réalité augmentée, comme le casque HoloLens de Microsoft. Alors au niveau hardware, donc ça serait probablement un casque qui s'appellerait le Reality Pro. Au niveau hardware, on aurait des écrans 4K, on aurait 12 caméras pour filmer son environnement, son propre corps, voir les expressions de son visage. Il y aurait probablement aussi des lidars pour essayer de détecter notre environnement. C'est les composants qu'on utilise déjà pour déverrouiller les smartphones. Et on aurait une très très grosse puissance de calcul pour éviter toute latence pour la création de cette réalité mixte qui va combiner images graphiques et images de notre environnement. Donc c'est un produit qui devrait s'appuyer sur une puce M2 Pro, qui est celle des derniers MacBook. Et le petit problème, c'est que ça va consommer tellement d'électricité que la batterie ne sera pas sur le casque, elle serait probablement déportée sur un boîtier qu'on porterait à la ceinture. C'est un choix technique qui avait été retenu par Magic Leap pour son modèle, le Magic Leap 2. Ouais, le prix... Parfois, on le porte en sac à dos. Même, oui, ça pourrait être un sac à dos, mais ça ne sera peut-être pas une super ergonomie. Et le prix devrait osciller entre 3 000 et 4 000 $, ce qui ferait effectivement un concurrent du HoloLens ou du Magic Leap. Un tarif qui va évidemment s'adresser dans un premier temps aux développeurs d'applications qui auront pour mission de concevoir les premières applications 3D. Et selon l'analyste Min-Shin Kuo, on pourrait attendre la sortie du Apple Reality Pro probablement au printemps lors de la traditionnelle WWDC qui réunit les développeurs Apple. Eh bien, on verra ça. Merci. Avec vous notamment, Jérôme Bouteiller, fondateur, rédacteur en chef d'écranmobile.fr. À suivre, où va le web ?